Bismillah. J'étais gorgé d'eau à un point tel que mon estomac distendu clapotait. Le groupe avait fait toilette, nous étions nus, encore humides, à grand renfort de frottement et de savon, nous avions désincrusté notre crasse. Nos vêtements lavés, séchés au rayonnement des lampes solaires, étalés sur des cartaines. Maori taillait au ciseau ma barbe et mes cheveux, je lui avais rendu le même service plus tôt. J'étais le dernier. Théode et Joseph avaient bénéficié du premier service. Les deux filles, la blonde et la rousse, bavardaient à mi-voix. Assises côte à côte, Katari n'avait jamais marqué de gêne à se déshabiller devant nous et l'aurait s'y habitué. « Voilà, dit fièrement Maori, tu as un beau collier, bien régulier. » Il me tendit la glace et je pus admirer mon visage enfin propre. Je ne me reconnus pas, mes joues s'étaient creusées, accentuant la saillie des pommettes, mon teint déshabitué du hall des lampes solaires me semblait blême, et mes cheveux et ma barbe plus foncés que de coutume. « Ça va ?» dit Maori en reprenant la glace. « Tu t'es assez admiré ? Laisse leur tour aux autres. » Il riait, le bleu vif de ses yeux avait pris un éclat intense. En séchant, ses cheveux cuivrés se tortillaient en bouclettes. Le bain avait modifié notre aspect. Nous découvrions des compagnons neufs. Kateri et Lauré étaient belles. Je m'amusais un moment à détailler leurs différences. Seins plus ronds ici, plus pointus là, cuisses longues à gauche, plus pleines à droite. Je rencontrai soudain des prunelles vertes, étincelantes d'exécration. Des choses oubliées me revinrent en mémoire. Une réaction incontrôlée fit gonfler ma verge. Je changeai de position pour dresser une cuisse en rempart. Je ne tenais pas à ce que Lauré explose de rage ou ironise. Nous étions heureux, détendus, inutile de rompre cette harmonie. « Crois-tu, demanda Maori, que ce pourrait être les révoltés qui ont installé ces lampes solaires ?» Il me rendit le service de faire diverger mes pensées. « Le jardin n'est pas cultivé, répondis-je. Il pousse à sa guise. »« Non, la matriarchie a oublié ces lampes ici, aussi étonnant que cela puisse être. » Mais, intervint Joseph, si personne ne se chargeait d'allumer et d'éteindre régulièrement ces lampes, est-ce que les plantes ne seraient pas calcinées ? Les lampes solaires sont pré-réglées. Elles s'allument et s'éteignent seules. Alors celles-ci vont s'éteindre, demanda Kateri. Quand ? Comment le saurais-je ? Ça dépend de leur cycle. Il est variable, nous n'aurons aucune certitude avant de les avoir observées. Alors, dit-elle, toujours logique, nous devrions nous préparer pour la nuit, si nous mangions. Nous dînâmes en délaissant les éternelles tablettes pour nous gorger de cartaines crues. Je les trouvais exceptionnellement savoureuses. Demain, dit Kateri avec bonne humeur, nous les ferons cuire pour changer. Est-ce qu'il pourrait y avoir des animaux ici ? C'est possible. Des mulots peut-être. Tu voudrais manger du mulot ? Mulot ou pas, ça aurait quand même un goût de viande. Je donnerais je ne sais quoi pour de la viande. Nous verrons demain, dit Joseph. Si nous pouvons en attraper, une décharge énergétique les volatiliserait. J'étais assez adroit pour lancer des pierres, dit Théode. On peut tuer un mulot d'une pierre bien placée. Je suis comme Kateri, j'ai envie de viande, mulot ou non, une fois bien rôti. Je ris. Et quel rôti ? Un mulot pour 6, tu ne crois pas que les portions seront un peu maigres ? Idiot, tu sais très bien que je pensais à plusieurs mulots. On ne pourrait pas, demanda Joseph avec espoir, trouver ici des animaux plus gros ? Ce qui fit rire Maori de bon cœur. Qu'est-ce que tu aimerais ? Un troupeau abandonné par la matriarchie ? Demanda Gerd si on rencontre souvent du bétail dans les jardins. Bah, dit Théode, tout est inhabituel ici. Il y a peut-être du bétail nain, qui sait, ou des mulots géants. Des monstres, proposai-je. C'est ça, approuva Maori. De jolis monstres juteux bien en chair. Je sens déjà le parfum du rôti. Les lampes solaires s'éteignirent soudainement, nous laissant dans une noirceur absolue. Maori se dévouait pour chercher une lampe à tâtons, en jurant parce que les plantes accrochées et égratignées sont cornues. Le cercle de lumière qui naquit rendit plus épaisses les ténèbres alentour. Le jardin en devint plus vaste, plus mystérieux, plus bruissant d'étranges résonances. Kateri se leva et alla tâter nos vêtements. C'est à peu près sec. Nous ferions mieux de nous rhabiller et de dormir. Nous suivîmes son conseil. On monte la garde, Maori ? Interrogea Théode. Bien sûr. Mais, grande-mère, pourquoi ? Nous sommes seuls ici. La matriarchie est bien loin. Tu oublies les monstres. Maori ne plaisantait qu'à demi. Oh bon, mais c'est assommant.
Qui prend le premier tour? Moi, dit Joseph. Je n'ai pas sommeil. Est-ce que je pourrais avoir une lampe au lieu de la veilleuse? Au moins un moment. J'aimerais écrire une chanson. Je pense que oui, admit Maori, mais ne la laisse pas brûler trop longtemps. Je m'allongeai, mes vêtements étaient encore un peu humides, mais le plaisir de les sentir propres et non plus empestant la vieille sueur effaçait cet inconvénient. Sous mon dos, les plantes entassées me semblaient aussi moelleuses qu'un bon matelas. Leur odeur vivante, tenace, me faisait plaisir. Comme le doux bruissement de l'eau dans le canal proche. Un bruit merveilleux qui me berça avec tendresse jusqu'à ce que je m'endorme. Théode me réveilla pour mon tour de garde. « Méfie-toi, dit-il, et laisse la lampe allumée. Maori est d'accord, on a tous entendu de drôles de bruits pendant nos gardes, des espèces d'aboiements secs, très bizarres. Il y a des animaux inidentifiables ici, peut-être les monstres. Garde ton pistolet à portée de la main et surveille bien. » Je surveillais, j'entendis des bruits, mais légers froissements de plantes, musique insectes, menu craquement. Puis je perçus assourdi par la distance une série d'aboiements rauques qui ne s'identifiaient à rien de connu. Des monstres, je n'en vis pas. Il n'y eut rien d'autre à voir qu'un insecte de très grande taille, qui vint cogner ma lampe avec entêtement, jusqu'à s'y assommer. Ses élytres étaient bleu-noir et ses antennes très longues, curieusement duveteuses. Plus tard, un mulot qui se faufilait dans la broussaille traversa affolé le cercle de lumière de ma lampe. Un très ordinaire mulot, de taille tout à fait normale. Je souris en pensant qu'il en faudrait vraiment beaucoup pour nous rassasier en viande. Je réveillai Kateri, qui allait prendre le dernier tour de garde. Laurée dormait, ceci dessinant une courbe d'ombre sur ses joues. Elle ne participait pas aux gardes, et ce sommeil détendu m'agaça. Impossible, pourtant de lui confier une part de la tâche. Moins que personne, je n'avais envie de lui mettre une arme énergétique entre les mains. Je l'imaginais très bien l'utilisant avec une joie féroce pour volatiliser ma tête. Elle me haïssait. Mes propres sentiments étaient moins clairs, je la détestais souvent, mais souvent aussi j'avais envie de m'accoupler à elle. Après discussion, Maori, Théode et moi avions reconnu le bien fondé des arguments de Joseph. Et décidé de ne pas imposer notre contact à Laurée, l'idée ne nous serait pas venue. À moi, moins qu'à quiconque, d'espérer son accord et nous la laissions en paix. Elles nous ont récompensé par une hargne si tenace que je regrettais parfois notre décision. Il me venait des envies féroces de la battre encore et de la contraindre. Si j'avais été seul en cause, je l'aurais probablement fait. Je m'éveillai dans la lumière, les lampes solaires chauffaient ma joue, et je restai un moment les yeux clos, savourant la sensation. Tant de jours d'obscurité, à peine entamés par nos lampes, travailler dans le jardin m'avait communiqué un besoin de chaleur et de lumière. Mes compagnons se levaient, Kateri s'étira, bras tendus, puis vint rendre à Maori le pistolet. Il en gardait un comme je gardais l'autre. L'habitude était prise et nous ne pensions pas à la discuter. Notre premier soin fut d'aller au canal pour boire et faire toilette. « Il faudra ménager le savon, » dit Kateri. « Nous en avons beaucoup usé hier. » Le savon ne me tracassait pas du tout. L'abondance de l'eau suffisait à me rendre très heureux. Durant que nous déjeunions de cartaines crues, Kateri entama une discussion. « Il faut, dit-elle, décider de ce que nous allons faire. Moi, je propose que nous nous installions ici. »« Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demanda Maori. « Rester ici, définitivement. Il y a des plantes et de l'eau. On peut vivre dans ce jardin. Sans rien d'autre, un groupe de 6, c'est de la folie. » Je partageais pleinement l'avis de Maori. Théode aussi. « J'aurais pu parier, dit Kateri, sur vos réactions d'illogisme. Nous avons trouvé un havre et je doute fortement de la présence de ces révoltés légendaires. Je refuse de continuer à monter pour rien. Joseph et moi resterons ici. »« Ça t'arrive, demandai-je avec ironie, de prendre son avis ? Ou bien décides-tu toujours à sa place ? » J'eus honte de moi dès que je vis l'angoisse déborder des yeux de Joseph. « Pardonne-moi, Joseph. Je ne voulais pas te blesser, mais Kateri était irritante et je n'avais pas réfléchi avant de parler.
Je crois, dit Joseph, que nous ne pouvons rien décider immédiatement. Nous ne savons pas ce qui vit dans ce jardin. Il pourrait s'y trouver des animaux dangereux cette nuit. Kateri l'interrompit sèchement. Nous avons des armes énergétiques. Leur charge ne durera pas toujours. Pourquoi ne pas remettre la décision jusqu'à ce que nous soyons mieux informés? Restons ici quelque temps pour nous reposer. Nous verrons ensuite quelle sera la meilleure solution. La proposition de Joseph me convenait. Interrompre un moment le voyage pouvait s'envisager, mais l'arrêter définitivement ne me semblait pas possible. Si plaisant que soit ce jardin, trop de choses nous manqueraient. J'approuve la proposition de Joseph, dit Théode. Nous pouvons rester ici quelque temps, mais pas toujours. Pour une fois, Kateri, tu n'as pas réfléchi très lucidement. Nous avons trouvé des cartaines qui poussent seules, mais peu. Pour vivre ici, il faudrait pouvoir cultiver. Nous n'avons ni outils, ni graines, sans parler des engrais. Tout ceci pousse bien sans engrais. Oui, mais en équilibre, les plantes mortes nourrissent celles qui poussent. Et nous installons ici, nous modifierons cet équilibre et le jardin commencerait à mourir. D'où tires-tu cette belle science? Demanda Kateri, très ironique. Je te croyais jardinier, pas ingénieur agro. Il la tient de Victo, dis-je sèchement. Et Victo en savait plus sur les plantes que bien des ingénieurs. Théode a parfaitement raison. Même si nous réussissions à trouver des outils oubliés, même si je n'espérais pas obtenir votre accord, vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, je reste ici. Joseph aussi. Et Laurie, si elle le veut. Oui, dit la rousse, je resterai, je suis sûr que tu as raison. Je vous en prie, dit Joseph, cessons de nous disputer. Attendons, la décision à prendre s'imposera sans doute d'elle-même. Nous avions installé à proximité du canal un camp. Dans un lieu où la végétation moins dense nous avait permis de débroussailler sans trop de peine un cercle de bonne dimension. Nous avions fabriqué des litières de plantes sèches et transporté des morceaux de béton pour préparer un foyer. Des cartaines enveloppées de feuilles y cuisaient dans la cendre. Une demi-douzaine de mulots rôtissaient en répandant une odeur exquise. Je mourais d'envie de les dévorer à moi tout seul. Maori surveillait patiemment la cuisson. Joseph jouait. Il tirait de sa guitare des déferlements de musique, les reprenant, les modifiant et les reprenant encore. Laurie et Kateri s'étaient éloignés, enlacés à s'étendre l'une envers l'autre pour ne laisser aucun doute sur leurs intentions. Joseph les avait regardés partir, pensifs mais détachés. Il n'en avait pas ressenti de jalousie. Moi si, une jalousie rageuse que je ne m'expliquais pas. Laurie était tentante, mais qu'importait qu'elle prenne son plaisir ailleurs. Si Maori, Théode ou Joseph avaient emmené Laurie pour l'accouplement, je n'y aurais pas vu d'inconvénient alors. Je mis un terme à mes réflexions, supposant que, n'aimant guère Kateri, je lui en voulais d'obtenir ce que moi je ne pouvais avoir. Maori retourna la baguette où les mulots étaient enfilés. C'est presque cuit, dit-il. Je voudrais bien que ces filles reviennent. Elles ne devraient pas s'absenter aussi longtemps. Elles n'ont pas d'armes, si? Un bruit de course l'interrompit. Laurie surgissait des plantes sanglotantes, les yeux affolés. Kateri, Kateri! Elle haletait en pleurant, incapable de parler. Joseph lâcha sans ménagement sa guitare et se dressa d'une des tentes. Il empoigna la rousse aux épaules. Kateri, quoi, Kateri? Où est-elle? Près du canal, elle. Joseph la secoua brutalement. Son visage se déformait d'angoisse. Il hurla. Mais parle! Qu'est-il arrivé à Kateri? Grande-mère, elle est morte. Où est-elle? Où? Joseph rugissait. Je ne l'aurais pas imaginé capable d'une telle passion, si violente qu'il en avait un visage dément. Maori intervint avec une calme fermeté pour obtenir de Laurie qu'elle nous guide. Nous la suivîmes, forçant les plantes qui s'accrochaient de leurs branches griffues jusqu'au canal. Kateri était couchée sur le bord, un bras avait glissé dans l'eau, son visage illuminé par les lampes solaires était atroce, un rictus d'animal qui va mordre remontait ses lèvres sur ses dents. Les yeux exorbités, fibrillés de pourpre, se figeaient dans la mort. Joseph tomba à genoux, enlaçant le corps rigide, enfouissant son visage entre les seins en pointe durcie.
Il pleurait violemment, secoué par un chagrin intolérable. Théode avança, hésita, la main tendue vers l'épaule de Joseph, et renonça. Comment consoler une semblable peine? Joseph releva un visage déformé par le chagrin, demanda d'une voix qui criait « Comment est-ce arrivé? Comment ?» Regardez, dit Laurée. Son doigt nous indiquait une tache orangée entre deux plantes, une toile d'araignée très étrange, d'une teinte insolite, un orange intense. La clarté des lampes solaires le rendait presque incandescent. La toile dessinait une manière d'octogone large de près d'1 mètre. L'araignée était au centre, dit Laurée, un insecte monstrueux, son corps était plus gros qu'une noix. Il brillait, orange, avec des arabesques violettes. Les couleurs étaient si violentes qu'elles semblaient renvoyer la lumière. Cela avait une beauté inquiétante. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Je n'aime pas beaucoup les araignées. J'ai tiré Cathérie par le bras, mais elle se passionnait. Elle a coupé une tige pour toucher la toile. L'araignée s'est mise à danser avec fureur. Elle m'effrayait, mais pas Cathérie. Elle a chatouillé l'araignée avec la tige. Laurée s'interrompit pour frotter ses yeux de ses poings. Continue, gronda Joseph. Ça n'a pas duré une seconde. L'araignée a fait un bond pour sauter sur la main de Cathérie. Cathérie a hurlé. Il m'a semblé qu'elle recevait une décharge électrique. Son corps s'étarquait fantastiquement. Ses yeux sortaient de leurs orbites, puis elle est tombée. Je ne savais que faire. Elle grondait. Ses dents grinçaient. Elle était atrocement rigide, le corps arqué de la tête aux talons. Je n'osais pas peser sur ses épaules. J'avais peur de briser ses os. Puis elle est retombée. Elle n'a plus bougé. J'ai écouté son cœur, il ne battait plus. Le visage de Joseph était gelé par une sorte de pétrification. Je n'osais pas regarder ses yeux, depuis d'angoisse et de douleur. Maori lui entoura les épaules d'un bras. « Viens, Joseph, retournons au camp. Théode et Gerd ramèneront Cathérie. » Joseph ne bougeait pas. Je n'étais pas sûr qu'il l'ait entendu. « Viens, répéta Maori, le soir approche. Les lampes solaires s'éteindront bientôt. » Théode et moi, seuls, Vam Cathérie, sa chair présentait une dureté minérale. Le poison qui l'avait tué la tétanisé. Entraîné doucement par Maori, Joseph se décida à mouvoir des jambes d'automate. La nuit était venue, et nous parlions toujours avant de s'éteindre. Le feu avait complètement calciné notre repas, sans que personne ne s'en soucie. Nous étions assis près d'une grosse lampe, le corps de Cathérie, proche mais hors du cercle de lumière, n'était pas visible. Nous n'en avions pas moins que conscience aiguë de sa présence. Je n'avais jamais eu beaucoup d'amitié pour elle. En cet instant, je regrettais de lui avoir souvent manifesté de l'hostilité. Elle avait été un membre de notre groupe et avait tout subi avec nous, sans récrimination. Le réalisme que nous lui avions reproché faisait partie de sa nature. Et voilà tout. Elle était née femme, privilégiée dans le monde de la matriarchie, et elle nous avait suivis, pour atteindre la mort et non le but. Laurée, assise à quelque distance, baissait la tête, regardant sans les voir ses mains posées sur ses genoux. La dernière femme de notre groupe, elle nous haïssait, et nous l'aimions encore moins que Cathérie. À quoi pensait-elle? Je me sentais porté à l'indulgence. Peut-être faudrait-il être plus gentil avec elle. Elle allait se sentir très seule. Joseph avait apporté la plus lourde charge de peine. Il se reprochait la mort de Cathérie comme s'il en avait été directement responsable. Et lui l'avait aimée, avec une intensité que nous ne soupçonnions pas. Combien de fois avait-il été écartelé entre nous et elle? Combien de fois nos disputes l'avaient-elles déchiré? Elle regardait dans le vague, son profil aigu découpé par la lampe. Elle aurait voulu rester ici, dit-il. Nous la laisserons là, dit Maori. Nous venions de décider de repartir. La seule solution possible, je ne veux pas que les bêtes la mangent, explosa Joseph, les mâchoires crispées. Il n'y a pas de puits de récupération, dis-je doucement. Non, dit-il en soupirant, non. Et si nous la mettions dans la terre du jardin, proposa Théode. Dans la terre? Comme une graine? L'idée me semblait très bizarre, oui, comme une graine. Les bêtes ne la mangeraient pas. Je pensais aux insectes et aux vers de terre, mais je me tus. La proposition plaisait à Joseph. Il demandait que nous tentions de creuser un trou tout de suite. Brusquement, la chose fut là, horrifiante, dans la lumière de la lampe qui se refléta dans d'énormes yeux bombés. Une fille de l'ingénieur fou. Elle aboya, une explosion de sang sec. Les mandibules s'ouvrirent et se refermèrent en claquant bruyamment. Le corps oblong s'appuyait sur des pattes barbelées, gainées de chitine, d'un vert sombre. Elle semblait assise sur des cuisses épaisses.
Les pattes supérieures qui évoquaient des cisailles garnies de pointes s'ouvraient et se fermaient en produisant un crissement aigre. Un insecte géant, de près de 2 mètres de haut, la chose aboyait de nouveau, les cuisses glissèrent, elle avança, l'oreille la plus proche de l'horreur avait la bouche béante et n'arrivait pas à hurler. Je réussis à secouer la transe qui me paralysait et sortis le pistolet. Je tirai en même temps que Maori. Une décharge volatilisa la tête hideuse. L'autre coupa le corps en deux. Les pattes continuaient à s'agiter, crissant avec une stridente frénésie. Lorée retrouva assez de force pour hurler et bondir vers nous. Elle avait oublié qu'elle nous détestait. Elle cherchait notre chaleur, suffisamment oubliée pour que je puisse passer un bras autour de sa taille, et qu'elle s'appuie contre moi, secouée de tremblements. « Grande-mère, s'exclama Maori, qu'est-ce que c'était que ça ?»« Un monstre, dit Théod, et je préférais ne pas en voir d'autres. C'est ça qui aboyait la nuit, il doit y en avoir beaucoup. Partons d'ici. C'est un miracle que nous ayons pu dormir en paix hier, dis-je. Mieux vaut ne pas recommencer et passer la nuit dans les couloirs. Nous reviendrons demain pour faire des provisions et mettre Kateri dans la terre. Je vous en prie, implora Joseph. Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire tout de suite? Je vous en prie. Nous allons le faire, décida Maori. Théod et moi acquiesçâmes, impossible de refuser cela à Joseph, même si s'attarder plus longtemps dans le jardin manquait totalement de réalisme. Et Kateri n'était plus là pour nous reprocher notre absence de logique.